Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Faire peser toutes les restrictions sur les non-vaccinés face au variant Delta et une éventuelle quatrième vague. Voilà donc le choix d'Emmanuel Macron annoncé hier soir dans son allocution. Pas de vaccin, pas de travail pour les soignants qui ne seront plus payés à partir du 15 septembre s'ils ne sont pas fait injecter des doses. En parallèle, le pass sanitaire deviendra obligatoire dès mercredi prochain, le 21 juillet, dans les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes, c'est-à-dire dans les cinémas, les salles de spectacle ou encore les parcs d'attractions. Ce pass sanitaire sera ensuite obligatoire dès 12 ans dans les centres commerciaux, les trains, les avions, les autocars, les salles de sport, les restaurants, mais aussi les maisons de retraite et les hôpitaux à partir du mois d'août. On va revenir évidemment en détail sur toutes ces annonces. Nous serons tout à l'heure avec le président du parti Les Patriotes, Florian Philippot, et aussi avec le sénateur Loïc Hervé, sénateur UDI de Haute-Savoie, membre de la CNIL. Et on accueille tout de suite nos deux premiers invités, Clémence. Oui, pour en parler avec nous, Martin Blachier, médecin de santé publique et épidémiologiste. Bonjour Martin Blachier. Et Jean-Loup Bonamy, spécialiste de philosophie politique et de géopolitique, auteur de Quand la psychose fait dérailler le monde, à la collection Tracts de Gallimard. Alors, merci beaucoup d'être avec nous. Les mesures, il faut tout de même le souligner, d'emblée particulièrement coercitives, que j'ai rappelé en introduction, ont eu un effet direct, immédiat. Près d'1 million de Français ont pris rendez-vous pour se faire vacciner dès hier soir après l'allocution d'Emmanuel Macron. 20 000 connexions par minute environ, un record absolu sur la plateforme Doctolib. Alors pour commencer, Martin Blachier, de votre point de vue, est-ce que la situation sanitaire, le variant Delta, le risque de quatrième vague, est-ce que cela justifie un tel système de contrôle, de surveillance de la population ? Hier, ce qui a été annoncé, c'est la vaccination obligatoire pour tous. Oui. Et tout le monde l'a compris. C'est pour ça que les gens ont été prendre des rendez-vous. Vous imaginez que si jamais vous n'êtes pas vacciné, si un de vos proches qui est à l'hôpital, vous ne pourrez pas, par exemple, aller lui rendre visite. Donc ça veut dire tout simplement que pour avoir une vie décente et acceptable, vous devez vous faire vacciner. Après, le choix de la méthode, c'est ce qui a été annoncé hier, mais la ligne du président, il l'a dit d'ailleurs dès qu'il a pris la parole, c'est tout le monde doit se faire vacciner. Et je crois que dès la première phrase, tout était dit. Et c'est pas la vague actuelle qui nous exige que tout le monde soit vacciné, c'est la situation globale qu'on vit depuis 1 an et demi. Et la protection, c'est pas forcément la protection contre la maladie, puisque beaucoup de jeunes le disent, je ne me sens pas concerné, c'est la protection contre les mesures restrictives. Car il ne faut pas se voiler la face. Si cette décision n'avait pas été prise, on aurait eu des mesures restrictives au plus tard en octobre. Un nouveau confinement. Pas forcément un nouveau confinement, mais ça aurait pu être des couvre-feux, ça aurait pu être des écoles en jauge, et on sait que c'est des choses qui ont des conséquences considérables. Et je suis persuadé que ce qui inquiète le président Macron, c'est ça. C'est pas forcément l'état des hôpitaux, l'état des services hospitaliers, c'est pas le risque Covid. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui était terrifié par le risque Covid depuis le début de la crise. Par contre, je pense qu'il est terrifié par les 3 confinements qu'il a dû acter. Et d'ailleurs, quand il a pris la parole hier, ce qu'il a mis en avant, c'est le fait qu'il avait fermé le moins que les présidents des autres pays, les écoles. Donc je pense que c'est son sujet. Il ne veut plus que la vie des Français soit gênée par cette crise. Et du coup, quelque part, malgré eux, il veut les sortir de la crise en actant la vaccination obligatoire, car c'est bien de ça qu'il s'agit dans ce qui a été annoncé hier soir. Alors, vaccination obligatoire, vous dites, est-ce que, sur le plan strictement sanitaire, en tout cas, est-ce que ça va produire des effets positifs, selon vous ? Si la totalité des Français sont vaccinés, effectivement, cette crise est derrière nous. Alors, il y aura peut-être quelques Français qui seront atteints par le coronavirus, mais comme toutes les autres maladies, on n'aura plus de phénomène Covid dans la société, et donc du coup, on pourra aller de l'avant, et probablement qu'on ira de l'avant avant les autres pays qui, pour l'instant, ne sont pas à ce stade de décision. Mais c'est en discussion dans tous les pays. C'est en discussion aux États-Unis, c'est en discussion en Allemagne, c'est en discussion en Espagne. Donc chaque gouvernement se pose la question de comment il va sortir de la crise. Donc la France a pris un petit peu d'avance sur ce sujet-là, mais évidemment ce ne sera pas la dernière à aller dans ce genre de processus pour aller au bout de la stratégie vaccinale. Martin Blachier, avec combien de doses de vaccins il faut justement, ça va nous permettre de sortir de cette crise, puisque Emmanuel Macron a déjà annoncé qu'il pourrait y avoir une 3e dose pour les premiers vaccinés, les plus vulnérables. Donc vous pensez qu'on va mettre combien de doses en place ? C'est pas forcément possible de répondre tout de suite à cette question. Pour les plus jeunes, 2 doses donnent une protection très importante avec tous les variants qui sont en circulation. Il y a de bonnes raisons de penser que ça continuera d'être suffisant pour les populations les plus jeunes. Après, les populations les plus âgées ont un système immunitaire qui est plus fatigué, et donc il y a besoin de le stimuler
après de façon répétée pour qu'ils continuent d'être totalement protégés, même si les 2 doses restent extrêmement protectrices, même pour les patients, pour les personnes les plus âgées. Donc peut-être un rappel pour la population la plus vulnérable, sans forcément qu'il y ait un consensus absolu sur la question. Alors vous avez parlé de vaccination obligatoire. Mais quelque part, ce dispositif de contrôle de la population, ce pass sanitaire, est-ce que ça ne va pas encore, même peut-être plus loin qu'une vaccination obligatoire ? C'est quand même une limitation de liberté de déplacement assez inédite dans notre pays. Jean-Loup Bonamy, de votre point de vue de philosophe ? Oui, moi je pense qu'il y a un problème majeur, c'est en fait le décalage manifeste entre les annonces des mois d'avril, mai, juin qui disaient qu'il n'y aurait pas de vaccination obligatoire. Or là, comme l'a très bien dit Martin Blachier, c'est de fait une vaccination obligatoire, qu'il n'y aurait pas de passe sanitaire, qu'il n'y aurait pas de société à 2 vitesses avec une population vaccinée qui aurait plus de droits qu'une population non vaccinée. Et donc toutes ces déclarations qui avaient été faites par le président de la République, par le Premier ministre, par le ministre de la Santé, par plusieurs députés de la majorité, y compris des membres de la commission des lois, eh bien, là, on voit un retournement à 180 degrés. Or, je pense que dans une société française à fleur de peau, fragmentée, archipélisée, défiante vis-à-vis du pouvoir, là, c'est quelque chose où le pouvoir est quand même globalement discrédité, et on l'a vu avec le très fort taux d'abstention régionale, et je crois que cette espèce de revirement où, au mois de mai, je viens devant vous et je vous dis non, surtout pas de vaccination obligatoire, pas de passe sanitaire, pas de société à 2 vitesses, jamais, je jure mes grands dieux, et puis un mois après, bam, annonce sur un ton martial comme si de rien n'était. Donc ça, je pense que c'est le premier problème majeur et qui va avoir des conséquences en fait de long terme sur le discrédit de la classe politique. Ensuite, je pense qu'il y a un autre problème, c'est que des 2 côtés, on a quitté le champ de la rationalité globalement. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez des militants anti-vaccins qui ont perdu la raison. Vous savez, les gens qui pensent qu'on va leur injecter des puces. Oui. On a eu beaucoup de comparaisons aussi avec l'étoile jaune. Voilà, etc. les comparaisons de Jean-Marie Bigard avec l'étoile jaune. Donc vous avez des gens qui sont maintenant dans un délire paranoïaque anti-vaccin. Et en face, c'est très intéressant. Vous avez aussi des gens qui sont dans un délire hystérique et totalitaire pro-vaccin. Souvenez-vous des propos de monsieur Le Chypre, qui voulait envoyer les non-vaccinés menottés entre 2 policiers. Enfin, là, on a complètement perdu le sens commun. Souvenez-vous également de ces gens qui tweetaient fièrement qu'ils avaient renvoyé leur femme de ménage parce qu'elle refusait de se faire vacciner. Et donc, je pense que des 2 côtés, finalement, en miroir, de manière symétrique, on a 2 camps qui se sont radicalisés, qui ont quitté la rationalité. Chez les anti-vaccins, ça devient une expression d'une défiance globale vis-à-vis des élites. Chez les pro-vaccins radicalisés, ça devient l'instrument d'un mépris de classe qui se met à mépriser les non-vaccinés qu'on perçoit souvent comme étant des gens de milieu modeste. Donc voilà, je pense que les 2 camps ont, vous rappeliez le titre de mon livre sur quand la psychose fait dérailler le monde, je pense que des 2 côtés, chez les plus durs des anti-vax et chez les plus durs des pro-vaccins, dont le président Macron s'est fait hier soir le héros, le porte-parole, je pense que là, des 2 côtés, on a perdu le sens commun et la rationalité et la mesure. Alors Martin Blachier, je vous pose à mon tour cette question sur est-ce que ça aurait été pas plus clair finalement d'imposer une obligation vaccinale pour tous plutôt que ce dispositif un peu sournois de passe sanitaire qui est une obligation finalement vaccinale quelque part déguisée. Oui, tout à fait, mais je voulais revenir sur ce qui a été dit, je suis entièrement d'accord. Je pense qu'il y a eu une grave erreur, à la fois d'Alain Fischer et du ministre de la Santé, de répéter ces derniers jours qu'il n'y aurait pas de vaccination obligatoire. Et ce qui est incroyable, on a du mal à comprendre, c'est comment quelqu'un comme Olivier Véran ou Alain Fischer, qui sont quand même au cœur du dispositif, peuvent, avec autant d'aplomb, aller dans le journal du dimanche, dans des 20h sur les grandes chaînes, dire il n'y aura pas de vaccination obligatoire, ce n'est même pas étudié. Et derrière, avoir une déclaration du président de la République qui, de fait,
et d'une obligation vaccinale. Et ça, je n'arrive pas à me l'expliquer. Là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Soit il y a des gens qui parlent et qui ne devraient pas parler parce qu'en fait, ils ne savent pas. Soit il y a un président qui trahit les gens avec qui il travaille. Mais il y a quelque chose à un moment qui se passe pour qu'on ait une telle différence entre ce qui est dit par les gens qui sont censés faire la stratégie et le président de la République. Ou alors il n'y a qu'un stratège en France et le reste ce sont des exécutants, et dans ce cas-là qui ne fassent pas semblant d'avoir un impact sur la stratégie. Ça c'est le premier point et il est marquant, il est extrêmement marquant. Je rappelle Alain Fischer il y a 3 semaines dans le journal du dimanche: envisager la vaccination obligatoire serait indécent. C'est le patron de la stratégie vaccinale en France. Donc c'est complètement délirant d'avoir dit des choses comme ça. Je vois pas comment ces personnes peuvent rester en poste quand ils se retrouvent contredits à ce point-là. En fait, ils ne servent à rien si c'est pour aller répondre sur les plateaux de télévision. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est le pass sanitaire. Il y avait 2 choix. Soit c'était assumer la vaccination obligatoire alors que personne ne l'avait fait, soit c'était être un petit peu plus malin et jouer avec ce pass sanitaire qui est aussi un objet marketing pour le gouvernement. Le pass sanitaire, c'est la Startup Nation, c'est le digital, c'est la souplesse, c'est le succès de Cédrico qui l'a poussé depuis le début avec cette application Tous Anti-Covid. Donc il y a un choix, je pense, un peu stratégique qui a été fait plutôt passer par le pass sanitaire. Moi, je pense que ça peut créer plus d'inquiétude aux gens parce qu'il y a effectivement ce côté on sait où j'ai été, on cherche à me contrôler, alors que l'obligation vaccinale, c'est pas on cherche à me contrôler. C'est on pense qu'il faut que les gens se vaccinent, je me vaccine, si je me vaccine pas, il y a une amende. Les textes de loi, ils existent déjà. On sait, c'est 3 000 € l'amende si jamais vous n'êtes pas vacciné. Et ça a un côté beaucoup plus simple. Donc moi, j'étais plutôt pour cette option-là. C'est pas celle qui a été choisie. Après, ça reste le fond qui compte. Les 1 million de personnes qui ont pris rendez-vous. Je sais pas combien il y en aura aujourd'hui. Et l'idée qu'un jour, on sortira de cette crise et que tout ça ne seront que des sujets de discussion pour des dîners de famille ou des émissions dans quelques mois. Allez, on continue de se poser toutes ces questions dans quelques instants. N'oubliez pas, vous aussi, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. De retour avec nos invités pour parler de ces annonces d'Emmanuel Macron hier lors de l'allocution présidentielle. On va peut-être venir plus à l'obligation vaccinale pour les soignants. Martin Blachier, est-ce que ça vous semble cohérent? On sait qu'environ 1/3 des soignants aujourd'hui ne sont pas vaccinés. Est-ce que cette obligation peut changer la donne? Les soignants qui sont évidemment au contact des personnes les plus vulnérables. Alors, ça, je pense que c'est une erreur. Vraiment, je pense que c'est une erreur parce que ça ne changera pas la donne sur l'épidémie. Faire croire aux gens que toutes les contaminations se font à l'hôpital, je trouve ça complètement fou. Il y en a très très peu qui se font à l'hôpital en réalité, parce que les gens se protègent. Il y a quelques histoires de chasse qu'on raconte de temps en temps et on s'en sert pour faire croire que c'est les soignants qui contaminent les pauvres personnes fragiles qui ensuite vont aller en réanimation. C'est pas du tout une réalité. Et ensuite, je trouve que ça les stigmatise et ils le ressentent comme ça. Et je pense qu'il y aurait eu on aurait fait naître moins d'anticorps dans la population pas pour faire un jeu de mots, mais que si jamais on avait fait la vaccination obligatoire pour tous, qui est finalement ce qui a été annoncé hier. Donc ça, je pense que c'est une erreur et qui peut coûter assez cher. Parce qu'il y a une autre chose qui est sortie de cette crise du Covid, c'est la situation des soignants et en particulier des personnels infirmiers. Et en plus, c'est une décision qui a été prise. Je ne sais même pas si on a les moyens de prendre cette décision. C'est-à-dire que si on perd 20 à 25% de nos infirmières, peut-être que ça va être un drame sanitaire. Donc je pense que ça a été mal réfléchi et je pense que l'exécutif a cédé devant une espèce d'hystérie de grands professeurs hospitaliers qu'on en fait un nouveau moyen de faire des grandes déclarations de principe. Mais ça n'a pas été pris sur des bases pragmatiques. Peut-être si vous pouvez nous rassurer aussi sur un point, puisqu'il a aussi annoncé l'extension du pass sanitaire à l'hôpital public. Rassurez-moi, on va quand même continuer à prendre en charge les patients qui ne sont pas vaccinés, surtout ceux qui sont dans un état grave, oui, tout à les fait. femmes enceintes. Je pense que c'est plutôt pour les gens qui viennent visiter, pour les gens qui travaillent, évidemment, ce ne sont pas pour les malades. Je ne pense pas qu'on fasse des certificats du pass sanitaire avant l'entrée aux urgences pour les gens qui sont mal en point. Non, je pense que ça peut créer des remous et je pense vraiment qu'on n'a pas besoin de ça. Parce que s'il y a bien une population qui est explosive, c'est la population des soignants. Et il y a vraiment 2 populations des soignants, c'est-à-dire qu'il y a les barons de l'hôpital public qui sont des gens qui sont dans ce type de position, et puis il y a les petites mains, les petites chevilles ouvrières du système qui, elles, sont très remontées. Et je pense qu'elles auraient été se vacciner s'il y avait eu la vaccination obligatoire pour tous, et que là, on peut créer une espèce d'opposition sur un terrain de sensibilité particulière de ces gens qui ont une vie très difficile.
Alors, on va continuer sur le terrain de la stigmatisation et de l'opposition. Gabriel Attal, donc porte-parole du gouvernement, a répété ce matin que les non-vaccinés étaient responsables, en tout cas c'est ce qui sous-entendait, d'une reprise épidémique. Donc là, on met clairement une cible dans le dos des non-vaccinés. Et vous avez rappelé justement au mois de juin, dans le JDD, dans votre tribune Sauvons notre honneur, que les personnes asymptomatiques, d'ailleurs comme les enfants, sont beaucoup moins contagieux. Alors, en fait, on se dit tout ça pour ça. Enfin, on est tous, quand on est asymptomatique, pas très très contagieux. Et là, on nous met tous une cible dans le dos quand on n'est pas encore vacciné. Non, mais que la circulation se fasse au sein des non-vaccinés, c'est un fait. Et vous savez, les non-vaccinés, en fait, c'est pas forcément les asymptomatiques qui contaminent le plus, c'est les personnes qui sont symptomatiques, mais ils ne le savent pas encore. Cette espèce de période où vous n'avez aucun symptôme, vous contaminez tout votre entourage. 3 jours après, vous avez les premiers symptômes qui arrivent. Ah zut, j'ai sans doute contaminé tout mon entourage. Et dans les faits, c'est ce qui s'est fait. C'est ça la circonstance majoritaire de contamination. Après, moi, ce que je n'aime pas, c'est de stigmatiser les non-vaccinés alors que vous n'avez pas rendu la vaccination obligatoire. La faiblesse, elle est là. Soit vous assumez vos positions, vous dites on rendra un jour la vaccination obligatoire si c'est nécessaire. Et à ce moment-là, les gens se préparent. Et là, à ce moment-là, vous pouvez leur dire vous n'avez pas joué le jeu. Mais quand vous avez tous les grands experts du gouvernement qui vous disent on rendra jamais la vaccination obligatoire, vous ne pouvez pas reprocher à des gens de ne pas s'être fait vacciner si vous dites que vous ne rendrez jamais la vaccination obligatoire. À un moment, il faut être cohérent. Donc je trouve que ce genre de déclaration, ils auraient pu le faire si dès le début, ils avaient assumé leur position sur le fait qu'un jour, si les gens ne se vaccinaient pas, il faudrait la rendre obligatoire. Est-ce que la vaccination peut vraiment être rendue obligatoire alors qu'elle est toujours quand même en phase expérimentale? Non, ça juridiquement. Non, mais ça, c'est un faux argument qui est utilisé par les gens qui sont contre la vaccination. Le fait qu'elle soit en AMM conditionnelle ne limite pas la croyance qu'on a et la robustesse des données qui sous-tendent cette vaccination. Il y a eu 3 milliards de personnes vaccinées en France. Oui, mais je parle seulement d'un point de vue juridique, sans parler du point de vue sanitaire. Non, je crois qu'on peut rendre une vaccination obligatoire même s'il est sous AMM conditionnel. La preuve, plein de pays l'ont fait et la France va le faire pour ses soignants. Donc de fait, je pense que c'est tout à fait possible. Et juste, je reprends un argument qui est systématiquement avancé par les gens qui veulent faire douter les gens sur le vaccin en disant on a vu des médicaments, la Dépakine, le Mediator, qui après des années ont montré qu'ils avaient des effets secondaires qu'on n'avait pas vus. Oui, mais c'est des traitements qu'on prenait au long cours. On n'a jamais vu un traitement qu'on prend le jour J et 10 ans après, on se rend compte qu'il y a une conséquence de l'injection qu'on a eue il y a 10 ans sur une maladie qu'on a 10 ans après. Donc ça n'existe pas. Et les pharmacologues de Bordeaux, dont c'est le métier, disent ça n'a jamais été une période de plus de 2 mois. Donc cette espèce de peur, de fantasme qu'il va y avoir des maladies qui vont se réveiller dans 10 ans parce qu'on a eu une injection 10 ans avant, ce sont des choses qui n'ont jamais été observées. Donc ça, pour le coup, je pense qu'il y a une vraie faute des gens qui avancent ce type d'argument alors qu'on sait. Et j'entends souvent dire oui, mais au lieu de stigmatiser les gens qui sont des antivax, on ferait mieux de leur expliquer. C'est aussi de la mauvaise foi. On l'explique partout, les données, elles sont partout. Donc si les gens qui prennent des positions aussi antivax n'ont même pas été regardés à l'étude scientifique, mais même les articles de vulgarisation, c'est que c'est de la mauvaise foi et que c'est une vraie prise de position. Donc au bout d'un moment, on peut expliquer. Mais quand des gens sont dans la mauvaise foi et divulguent des fausses informations, il y a aussi un problème. Et je pense que moi, ce que j'aime bien dans Emmanuel Macron hier, c'est qu'il a fait face à ces gens-là. Il leur a dit, vous dites n'importe quoi, maintenant on va à la vaccination et on s'en sort. Et on ne va pas rester dans cet entre-deux qui est la situation la pire finalement. Peut-être aussi une autre clarification, c'est sur celle finalement des sources qui nous donnent du recul sur ce vaccin. Elles ne sont pas uniquement liées au laboratoire, ça vous pouvez nous le confirmer? Non, pas du tout. Ce sont des universités qui font des études. En fait, chaque région, donc l'Écosse l'a fait, l'Angleterre l'a fait, Israël l'a fait, des États américains l'ont fait, des pays asiatiques l'ont fait. Ils vaccinent leur population et puis après ils observent le nombre de personnes qui s'infectent, qui font des formes graves chez les gens qui sont vaccinés, chez les gens qui ne sont pas vaccinés. Ils redressent quelques biais, ils publient ces données-là et ça a été fait en France également. L'industrie pharmaceutique, elle, une fois qu'elle a développé son vaccin, elle fait un petit peu de pharmacovigilance, mais le relais est pris par la communauté scientifique. Donc toutes les données que vous voyez sortir en permanence dans la presse ne sont pas issues des industriels eux-mêmes, ils sont issus des équipes de santé publique qui vaccinent les populations dans les pays. Alors Jean-Loup Bonamy, on a évoqué la stigmatisation quelque part des personnes non vaccinées.
C'est vrai qu'il y a un important débat, je suppose, juridique qui va s'ouvrir aussi sur le plan philosophique. Il y a quand même une rupture d'égalité entre les citoyens manifestes, qui est quand même un des principes fondamentaux de notre droit. Je vais revenir sur 2 points. Déjà, la vaccination obligatoire des soignants. Là, je suis tout à fait d'accord avec Martin Blachier. Je pense que c'est une erreur stratégique qui vise justement à stigmatiser les soignants. Les soignants exercent quand même un métier très difficile, indispensable. Et simplement, premier point, ils sont très mal payés. Non seulement leur salaire, le salaire d'un infirmier ou d'une aide-soignante, c'est un salaire qui est bas, qui est parmi les plus bas d'Europe de l'Ouest. Mais en plus, il y a une grande quantité d'heures supplémentaires non payées, comme par exemple dans la police aussi, toutes les heures supplémentaires non payées. Il y a un hôpital public qui est surbureaucratisé. C'est un chiffre que je donne souvent. L'hôpital public français, l'hôpital public allemand emploie autant de gens. C'est le même nombre d'employés. Pourtant, il y a 100 000 soignants de plus sur le terrain en Allemagne. Et en France, ces 100 000 personnes ne sont pas des soignants sur le terrain, c'est du personnel administratif en plus. Donc il y a une surbureaucratisation de l'hôpital et qui pourrit la vie des soignants au quotidien. Et troisièmement, il y a un manque de moyens des soignants, puisque depuis 15 ans, on ferme des lits, on supprime des moyens. Et il y a juste 1 an, les soignants étaient les grands héros, les gens les applaudissaient à 20h, on nous disait qu'ils étaient absolument fondamentaux, on nous disait que, et ce qui était vrai, qu'ils n'avaient pas de moyens, il manquait de masques, de blouses, de charlottes, les lits étaient saturés parce qu'on avait fermé beaucoup trop de lits, supprimé beaucoup trop de postes. Et puis là, 1 an après, retournement complet, les soignants deviennent des suspects, des cibles qu'il faut stigmatiser, alors qu'en plus, comme l'a dit Martin Blachier, la contamination nosocomiale, c'est-à-dire à l'hôpital au Covid-19, est pas du tout l'un des grands lieux où se passerait la contamination. Et donc, il y a cette espèce de mépris, de suspicion, de stigmatisation envers les soignants. Donc moi, je pense qu'il y avait 3 solutions. Première solution, ne rien annoncer en termes de contraintes vaccinales, respecter la liberté vaccinale de chacun, ça c'est la première chose. Deuxièmement, à l'inverse, la vaccination obligatoire, mais pour tout le monde, et du coup ne pas stigmatiser spécifiquement les soignants. Et troisièmement, annoncer ce qui a été annoncé hier soir pour les soignants, mais en proposant des mesures de compensation, en disant toutes les heures supplémentaires qui n'ont pas été payées vont être payées très rapidement, il va y avoir des primes, on va alléger les contraintes administratives et bureaucratiques, on va rouvrir des lits, on va donner des moyens supplémentaires. Et aujourd'hui, le problème, c'est que énormément de soignants, que ce soit les brancardiers, les aides-soignantes, les infirmiers et même beaucoup de médecins, vivent sous la dictature d'un petit groupe, d'une petite mafia du bureaucrate de la médecine qui est composée soit de cadres du ministère de la Santé, soit des médecins de la PHP, ce que Martin Blachier appelait on en a déjà parlé sur d'autres émissions, et voilà, mais ce qu'il appelait les grands barons de l'hôpital public, qui tiennent tout sous leur coupe, qui sont ceux qui ont poussé au confinement, qui sont pas forcément dans une attitude de grand respect envers les autres médecins, envers les médecins des cliniques privées, envers les médecins étrangers, envers les infirmiers. Et c'est ceux-là, sans se préoccuper, ces grands féodaux de l'hôpital, nous lancent ce genre de mesures. Et c'est cette vision-là, finalement, qui est actée à travers la vaccination obligatoire des soignants. Et si finalement, mettons, je crois qu'il y a 25% des soignants qui ne veulent pas se vacciner. Mettons même que 1 sur 5 fasse le choix de se mettre en grève, de démissionner ou d'être licencié. Ça voudrait dire qu'on perdrait quand même 5% des soignants d'un coup, ce qui est absolument énorme, alors qu'on est déjà en pénurie d'effectifs, que nos soignants sont épuisés par 1 an de Covid. Est-ce qu'on peut vraiment se permettre de perdre 5% ? Est-ce que c'est réaliste de perdre 5% de nos effectifs d'un coup, des gens qu'on applaudissait il y a 1 an ? Moi, j'en suis pas sûr. Alors peut-être, Martin Blachier, on doit vous libérer, donc sur cette bureaucratie évoquée par Jean-Loup Bonamy qui mine l'hôpital, vous partagez ce constat ? Moi, c'est pas ma spécialité, l'hôpital, donc je fais toujours attention quand j'en parle. Je parle de ce que je connais très très bien. C'est quelque chose qu'on entend très souvent, mais y compris des gens qui travaillent à l'hôpital. Le sujet de l'hôpital public, il est éminemment complexe. Vous avez 2 médecines parallèles en France. Vous avez une médecine hospitalière qui a ses principes, avec des gens qui travaillent
certains travaillent énormément. Ce qui les motive, c'est essentiellement l'ego, la reconnaissance, et ça fonctionne comme ça. Et en parallèle, vous avez une médecine entrepreneuriale qui est la médecine libérale, où chacun gère son petit cabinet. Et vous n'avez aucun lien entre les deux. Et c'est très compliqué. Ça fait très longtemps que l'assurance maladie essaye de gérer ces choses-là. Et donc, il y a plein de problèmes à régler. Ils sont identifiés. Et ce qu'il faut faire très attention, c'est qu'on pointe toujours l'administration. Et vous savez, les grands professeurs de médecine sont eux-mêmes responsables. Parce que très souvent, c'est eux qui demandent à faire des cycles de réunions. Parce qu'au bout d'un moment, ils sont fatigués de faire leur métier. Et ce qu'ils adorent, c'est faire de la politique hospitalière. Et d'ailleurs, ce qu'ils réclament, c'est très drôle. Souvent, c'est pas d'arrêter les réunions, mais que ce soit eux qui fassent les réunions plutôt que les administratifs. Donc en fait, c'est les gens qui se battent pour leader les réunions. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. Donc faire très très attention à ce genre de discours. Moi, je me méfie énormément de ce genre de personnages qui sont très duplices, qui arrivent toujours à faire croire que c'est de la faute d'un autre, alors qu'en fait, finalement, c'est eux qui ont eu les clés des mains pendant 20 ans, et donc la faillite de l'hôpital ne serait pas de leur faute, alors que c'est eux, finalement, qui le gèrent. Donc voilà, il faut faire très attention. Je pense que les premiers responsables, si ça va mal à l'hôpital, c'est aussi les grands médecins de l'hôpital, et je vois pas pourquoi ce serait de la faute des gouvernements, que ce serait la faute des autres personnels, que ce serait la faute de l'assurance maladie. Ils sont au cœur du système, ils doivent aussi porter une part de responsabilité. Alors très rapidement, oui, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Je pense qu'en fait, il y a une collusion entre les grands administratifs et les grands barons, et qui forment en fait la technocratie, éventuellement des clans distincts au sein de la technocratie, et qui écrasent tout le reste. Et je suis aussi tout à fait d'accord sur ce qui est dit sur les deux médecines parallèles et la manière dont les grands barons méprisent les cliniques privées, méprisent la médecine libérale. Alors merci, je vous coupe, mais on est déjà pas mal en retard. Oui, allez, on se retrouve dans quelques instants. On dit au revoir à Martin Blachier. Merci beaucoup, Martin Blachier. Dans quelques instants, on continue de débattre des grandes annonces d'Emmanuel Macron avec le sénateur Loïc Hervé, sénateur UDI de Haute-Savoie, membre de la CNIL, et Florian Philippot. À tout de suite. Arthur Delaborde, toujours là pour parler des grandes annonces d'Emmanuel Macron. Nous sommes toujours en présence de Jean-Loup Bonamy. Florian Philippot nous a rejoint, président des Patriotes. Je rappelle ses deux derniers livres, Covid-19, l'oligarchie démasquée, Covid-19, la grande bascule, à retrouver notamment sur Amazon. Et nous sommes avec le sénateur Loïc Hervé, sénateur UDI de Haute-Savoie, membre de la CNIL. Et bonjour à tous les deux. Bonjour. D'abord Florian Philippot, votre réaction globale à ces annonces d'Emmanuel Macron? Vous êtes en colère, hein? Ah, je suis en colère, je suis atterré. Non, honnêtement, la grande bascule, d'ailleurs, c'est amusant parce que vous venez de me rappeler le titre du livre. Elle a eu lieu hier, la grande bascule, vers quelque chose de purement tyrannique. J'ai cherché les pays dans le monde qui ont l'équivalent du même pass sanitaire que ce qu'a annoncé hier Macron. Il n'y en a qu'un seul dans le monde que j'ai trouvé, c'est le Pakistan, qui n'est pas un modèle extraordinaire de respect des droits de l'homme, et qui met la même chose pour rentrer dans un bus, etc., un restaurant. Ils ont même ajouté, eux, de couper l'électricité pour certains non-vaccinés, donc c'est peut-être la prochaine dinguerie que nous annoncera Macron. Non, c'est extrêmement grave, c'est une rupture, c'est pas une évolution, c'est une rupture dans notre état de droit. Normalement, ni le Conseil d'État ni le Conseil constitutionnel ne pourraient valider le 10e de ce qui a été annoncé hier, parce que c'est une rupture des légalités, c'est une rupture du principe de liberté. Je crains cependant que ces institutions qui font preuve d'une lâcheté, d'une soumission épouvantable depuis plusieurs mois et plusieurs années même, ne valident ces textes. Et donc c'est au peuple français maintenant de se prendre en main. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus? C'est le pass sanitaire, l'obligation vaccinale pour les soignants? C'est de voir une fuite en avant qui était quand même, si vous voulez, assez prévisible, parce qu'en réalité, il fonctionne toujours de la même manière. On sait très bien que la prochaine étape, ça va être la vaccination obligatoire pour tous. Alors là, il y a 2 pays dans le monde aujourd'hui qui le font avec le Covid. Les plus de 18 ans, c'est le Tadjikistan et le Turkménistan. Il n'y en a aucun autre. Voilà, ce qui ne sont pas non plus des pays extraordinairement respectueux des libertés et des droits. Et puis surtout, c'est tout à fait contraire aux promesses réitérées de nombreuses fois par Macron lui-même, dès le 24 novembre 2020 à la télévision, puis par son ministre de la Santé, encore tout récemment. Ils avaient fait d'ailleurs des promesses encore au mois de mai, tous là, Braun Pivet, la députée En Marche, Clément Beaune, et puis Macron lui-même dans le Parisien le 28 avril dernier, en disant jamais le pass sanitaire ne sera étendu à la vie quotidienne. Donc si vous voulez, ce sont des menteurs. D'abord, ce sont des menteurs, ce sont des tyrans, et en plus, c'est idiot. Ça ne fonctionnera pas comme ça. Je veux dire, mettons des moyens dans l'hôpital, arrêtons de fermer des lits, autorisons les traitements, laissons les médecins prescrire librement, traitons bien les personnels soignants plutôt qu'aujourd'hui les montrer du doigt, les stigmatiser, voire les faire démissionner, ce qui serait une folie totale pour le fonctionnement de l'hôpital, et arrêtons de monter les Français les uns contre les autres. Vous savez, moi, je tends fraternellement la main, y compris aux vaccinés.
J'ai vu, j'en étais très heureux sur les réseaux sociaux, de nombreux vaccinés, moi je suis pour la liberté, je ne suis pas anti-vaccin, qui disaient, moi je mets à la poubelle mon QR code parce que même vacciné moi-même, j'ai ce QR code mais je n'accepte pas cette société. Et bien ça j'ai trouvé que c'était formidable. On doit tous être unis dans ce combat pour la liberté et la dignité et l'humanité parce que là on est piétiné et c'est terrible. Et peut-être sur les conséquences à court terme, Florian Philippot, ça va gâcher quand même les vacances de pas mal de Français puisque je rappelle qu'il faut un schéma vaccinal complet pour obtenir le pass sanitaire et en plus respecter derrière le délai nécessaire post-injection, donc grosso modo 2 semaines après la deuxième dose de Pfizer ou de Moderna. C'est donc des restrictions très rapides et même si on a vu une ruée sur la vaccination hier, même si on a pris son rendez-vous hier finalement, on aura peu de chances de pouvoir accéder sans en tout cas des tests PCR. Sans des tests qui ensuite deviendront payants en septembre. Exactement. Oui, vous avez raison. C'est-à-dire qu'on maintient en permanence en état de stress, d'anxiété les gens, la population française, y compris au moment où on a envie de décompresser, c'est les vacances, c'est l'été. Même à ce moment-là, on nous laisse la tête sous l'eau, on nous la remet sous l'eau, quoi. Ça, si vous voulez, ça crée quoi? Ça crée du stress, de l'apeurement, de la panique chez certains. Moi, j'ai vu des gens en pleurs, sous le choc depuis hier. Je vous le dis, des gens qui ont craqué parce qu'ils sont très effrayés par ce qui se passe. Ça crée de la colère aussi. Ça va finir très mal cette affaire. Moi, je le souhaite pas du tout. Je souhaite qu'on revienne à de la raison, mais je crains que ça finisse extrêmement mal. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué qu'ils n'ont pas mis l'obligation vaccinale pour les forces de l'ordre, police et gendarmerie, comme ils avaient mis une petite prime au début des Gilets jaunes, parce qu'ils savent qu'ils vont probablement avoir recours aux forces de l'ordre contre les Français. Et guerre contre les Français dans les semaines et les mois qui viennent. Ça, c'est terrible aussi. Vous appelez à manifester le 14 juillet, c'est bien ça? Non, le 17. Le 17, samedi 17 à 15h, place du Palais Royal. On fait un grand défilé. J'appelle toutes les forces de liberté. Je me suis adressé à toutes les forces politiques associatives de défense des libertés, quel que soit le clivage. Ce n'est plus du tout la question aujourd'hui à venir. Maître Divisio sera là, le mouvement Village Jean-Frédéric Poisson sera là et j'espère que tous les autres seront là. Alors, je voudrais quand même qu'on entende le sénateur Loïc Hervé, également sénateur UDI, également membre de la CNIL. On vous avait reçu d'ailleurs il y a quelques semaines au moment de l'adoption par le Sénat de ce pass sanitaire, en tout cas première version, et vous avez déjà alerté sur une sorte de boîte de Pandore qui était ce texte. Et là finalement, ce que vous nous disiez à l'époque, à savoir que ça ouvrait la voie à une généralisation progressive du pass sanitaire, et ça devient réalité. Ça y est, on y est. Tout simplement, ce que nous craignions il y a moins de 2 mois, quand le texte a été voté au Sénat, moi je rappelle que j'ai voté contre ce texte au Sénat, il y avait un vrai risque de généralisation. La main sur le cœur, le gouvernement nous a expliqué qu'il n'y en aurait jamais, que ce pass sanitaire a été créé pour de grands événements culturels et sportifs, ouvrez les guillemets, le temps d'un été, fermez les guillemets. Eh bien ça y est, le président de la République a proposé hier soir que ce pass sanitaire soit généralisé à des actes de la vie quotidienne, ce que le Conseil d'État normalement condamne. Donc nous verrons quelle sera la position du Conseil d'État, ce que le Conseil constitutionnel devrait aussi regarder de très près. Donc nous ouvrons maintenant une période démocratique, puisque c'est au Parlement français de se prononcer sur les annonces du président de la République. Pour ma part, je continue à être très fermement et farouchement opposé à ce pass sanitaire, et donc nous aurons un débat dans les jours qui viennent qui sera à la fois politique et juridique, parce que les questions de mise en œuvre concrète ne sont pas moindres dès lors que vous mettez en place... Oui. Justement, est-ce qu'il ne faut pas craindre, par exemple, une banalisation des contrôles d'identité, puisque le contrôle d'identité est un corollaire de ce pass sanitaire? Et ça va être exercé par tout le monde, finalement, par les restaurateurs, par tous les professionnels qui seront amenés à accueillir du public. Soyons très clairs, aujourd'hui, un citoyen français sur le territoire national n'a pas à justifier de son identité. C'est ça le principe. Si il y a un contrôle d'identité qui est mis en œuvre, il se fait sous le contrôle du procureur de la République, dans un temps donné, dans un lieu donné. Tout ça vole en éclats avec la mise en œuvre du pass sanitaire généralisé tel qu'il a été annoncé par le président de la République, puisque des agents de sécurité privés, des vigiles de supermarchés par exemple, ou des patrons de bistrots ou de restaurants pourront, ou devront même, procéder à un contrôle de l'état de santé, le pass, et à un contrôle d'identité. Enfin, je veux dire, on est en train de faire voler en éclats des décennies
de construction juridique sur la protection des libertés publiques. Je rappelle aussi, vous avez dit que j'étais membre de la CNIL, Oui. que les données en question sont des données personnelles et médicales. Et que jamais dans l'histoire nationale, on a demandé à nos compatriotes de justifier de leur état de santé. On nous raconte des trucs, des sornettes sur la fièvre jaune ou sur les vaccins obligatoires. Mais dans votre vie quotidienne, à aucun moment, vous devez justifier d'être vacciné au DT polio ou au BCG. Moi-même, je suis vacciné contre la Covid. Je suis pour la vaccination. Et je pense que c'est une des manières de résoudre le problème. Mais je fonde ma logique sur la responsabilité individuelle. C'est quand même ça qui fait la nature d'une société libérale. C'est rien d'autre. Florian Philippot, peut-être sur la vaccination en général, vous y êtes favorable ? Mais moi, je suis pour la liberté, tout simplement. Je suis très clair là-dessus. Je pense que je suis un peu comme Raoultien. Je suis Raoultien sur le sujet qui dit c'est pas la baguette magique. Voilà, il y a un arsenal. Et depuis le début, on aurait dû réfléchir à un arsenal complet. Je l'ai dit, dans lequel il peut y avoir la vaccination, à condition qu'on donne confiance aux gens, qu'on soit transparent sur les effets secondaires, etc. Et puis peut-être qu'on autorise aussi toutes les formes de vaccins, y compris des vaccins qui pourraient rassurer des gens, c'est-à-dire qui sont plus classiquement, plus classiques, qui ont été fabriqués par d'autres pays, qui sont aujourd'hui interdits par l'Union européenne. Mais il y a aussi le traitement, il y a la prévention, vitamine D, etc. Il y a notre système immunitaire en général. C'est pas bien d'avoir confiné les gens, c'est pas bien de leur avoir empêché de faire du sport, c'est pas bon ça pour se préparer à une épidémie. Et puis, il y a l'état de l'hôpital, l'investissement dans l'hôpital, etc. Si vous voulez. Je rebondis sur ce que dit le sénateur, il a parfaitement raison sur la rupture dans le contrôle de l'identité, par exemple. Vous savez, il y a une arme aussi que vont avoir les Français, c'est le boycott. Alors, pas tourner contre les restaurateurs, etc. Les pauvres sont des victimes collatérales. Oui, quel boycott ? Pardon ? Quelle forme de boycott ? C'est-à-dire qu'il y a des lieux qui exigent qu'on ait ce passe sanitaire, qu'on donne notre état de santé, notre identité, etc., conforme, ce qui est complètement contraire à la Constitution. Et à tout principe, on n'y va plus. On peut se passer, c'est désagréable, mais on peut se passer du restaurant, du cinéma, du théâtre. Mais c'est pénalisé quelque part aussi, les restaurateurs. C'est comme ça, mais par contre, on ne peut pas se passer de sa liberté, de sa dignité, de son humanité. Alors, si vous voulez, au Portugal, ils ont mis un pass sanitaire dans les restaurants, il n'y a plus personne. Alors, les restaurateurs, il y a eu ça à la foire de Tours. Il y avait un pass sanitaire pendant 24 heures. Les clients ne sont pas venus, les exposants se sont rebellés. En 24 heures, ils ont supprimé le pass sanitaire. Voilà. C'est ce qui se passera. C'est qu'il faut que les restaurateurs, tout le monde se rebelle contre ce gouvernement pour faire dégager ce pass sanitaire. On a ouvert une sombre parenthèse dans l'histoire de France. Ça nous arrive de temps en temps. Ça n'est plus la France, ce régime. Je le dis clairement, ça n'est plus la France. Il faut refermer cette parenthèse et l'oublier le plus vite possible. Jean-Loup Bonamy, pour conclure rapidement. Simplement, moi, je suis un peu surpris de cette vaccination obligatoire de fait quand on voit la faible mortalité du Covid-19, inférieure à 0,1%. Aujourd'hui, il y a déjà une vaccination obligatoire sur plusieurs vaccins, notamment contre le tétanos. Le tétanos, c'est un taux de mortalité entre 90 et 100%. La vaccination obligatoire, là, se conçoit tout à fait. Dans le cadre du Covid-19, elle se conçoit moins. Deuxièmement, moi, ça fait plus d'1 an que je le répète, le Covid-19, c'est une maladie extrêmement ciblée, qui ne touche pas les gens de la même manière. Et c'est-à-dire que, en fait, ce qu'il faut, c'est, pour éviter la saturation des services de réanimation et des décès trop importants, c'est vacciner les personnes à risque. Si vous vaccinez toutes les personnes à risque ou 95% des personnes à risque, vous êtes tranquille. Or, donc là, il y a quelque chose qui me paraît surprenant. Et enfin, troisièmement, c'est ce côté un peu inquiétant d'atteinte aux libertés qu'il y a eu l'an dernier avec les confinements et qu'il y a aujourd'hui cette année avec ce pass sanitaire où justement des données médicales confidentielles vont être partagées. Donc moi je suis un peu inquiet et vraiment un dernier mot pour conclure, c'est qu'aujourd'hui si vous êtes un fichier S lié à des mouvements terroristes d'islamisme ou de néonazisme, vous aurez finalement plus de liberté si vous êtes vacciné qu'un honnête citoyen non vacciné. Vous pourrez prendre le train, éventuellement y faire un attentat, y faire un carton à la Kalachnikov. Par contre, si vous n'êtes pas vacciné contre le Covid et son 0,1% de mortalité, attention, vous ne pourrez pas prendre le train. Et moi, je te dis, je suis pas du tout anti-vaccin. Ça sera donc la conclusion. On a vraiment vu ça, effectivement. On n'a vraiment plus du tout le temps. Merci, je vous remercie à tous d'avoir été avec nous. Jacques Pessis.